Hello, bonjour. I'm Andrew Mosker, President and CEO of National Music Center, and this is the NMC Amplifier Podcast. Before we jump into today's episode with Louis-Jean Cormier, I wanted to give you a heads up that it was recorded en français. So for those of you listening who don't happen to speak French, you can head to NMC's YouTube channel or to amplify.nmc.ca and click on Listen to watch the video version of the show with English subtitles. Thanks for tuning in, and now over to my conversation with Louis-Jean Cormier. On dirait que des fois, tu es dans une création, tu sais pas pourquoi tu es en train de créer cette chanson-là, puis quelques mois plus tard, il y a un événement qui arrive, puis tu fais... Ça débloque. C'est même genre prémonition. OK, bonjour Louis-Jean Cormier, bienvenue au Centre national des musiques pour la première édition du nouveau podcast qui s'appelle Amplifier. Oh yeah! C'est un podcast que je fais comme président et chef de la direction ici au Centre. Merci Andrew. Puis je suis un vrai honneur de t'accueillir ici au Centre. I'm a big fan of yours. Je suis très excité que tu vas performer ce soir dans notre scène, ici au Centre national de musique. Je suis tellement excité de t'entendre dans notre scène. Moi, je suis très content que tu es ici parce qu'il y a plusieurs sujets que je veux parler avec toi. Non seulement ton nouveau enregistrement, Le ciel au plancher, mais les thèmes de l'enregistrement, ton inspiration de l'enregistrement avec le passé de ton père. Deuxièmement, j'aimerais parler à ton intérêt avec le piano et les synthétiseurs parce que j'ai fait mon recherche, puis je sais, tu avais fait l'année passée, environ durant la pandémie, tu n'as pas arrêté à jouer la guitare, mais tu as redécouvert le piano après 20 ans. J'ai retrouvé mon piano d'enfance, puis là, je sais que tu es pianiste aussi. C'est que it rings a bell, comme on dit. Absolument. Mais oui, c'est ça. Donc, discutons. Là, on discutons, mais premièrement, la dernière fois que je t'ai vu en tournée dans l'Ouest, c'était avec Carquois. Oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous avez gagné le prix Polaris. Oui. Tellement, pour moi, j'adorais la chanson « Moi léger ». Ah oui? Vraiment, sur cet album, moi et ma femme, on joue ça souvent, puis j'étais venu te voir à SAIT. SAIT, c'est où tu as joué, c'est l'école. C'est là que je discutais juste avant le podcast, puis je me rappelais plus la venue. C'était comme un peu comme un cafétéria. Cafétéria d'école, cafétéria d'école, d'Institut de technologie, ici en Alberta, à Calgary. Donc, puis maintenant... Tu es ici au Centre national de musique, que cette année, on célèbre notre 5e anniversaire d'être ouvert. Ben oui, puis de l'ouverture. De l'ouverture. Puis, je suis tellement encouragé de parler avec toi parce que tu as tellement de l'intérêt. Premièrement, tu es ici dans l'Ouest pour faire une tournée, comme un artiste francophone du Québec. Donc, tu joues en avant du monde qui... Parle pas nécessairement français. Pourquoi tu veux faire ça? Parle-moi de ça. Pourquoi l'intérêt là, de venir dans l'Ouest du Canada pour journée? Moi, là, à la base, là, j'arrive de moins en moins à voir un pays, des provinces, etc., des territoires, des frontières. On dirait que pour moi, mon pays de rêve, ce serait la francophonie. T'sais? Ce serait comme une espèce de grand pays qui est, pour utiliser des termes anglophones, il est spreadé partout sur le grand territoire. Mais je suis un amoureux de la langue française. Puis, j'ai développé avec le temps des relations amicales avec des gens qui sont, on appellerait ça nous autres chez nous, d'une manière étrange, des francophones hors Québec, mais c'est donc des Canadiens francophones un peu partout. Puis, je me disais, OK, il y a quelque chose là, parce qu'au Québec, on est vraiment beaucoup de francophones. Donc, on vit en français, on a une espèce de culture québécoise francophone, puis on oublie trop souvent que la francophonie, ça s'étend partout. Mais il y a aussi, je trouve que, je vais parler en anglais, j'ai juste des mots en anglais qui arrivent en purpose. Français, anglais, il y a comme un purpose de plus, c'est de trouver, c'est d'être capable d'aller conquérir le cœur des mélomanes anglophones avec de la musique francophone. Il y a quelque chose là qui est super intéressant. C'est pour dire à quel point, justement, on existe, puis c'est pas grave, parce que au final, on écoute de la musique japonaise, on écoute de la musique sud-américaine, on comprend pas tout le temps. J'ai des bandes suédois que je comprends rien de ce qu'ils chantent, mais j'adore ça. T'sais. Donc la musique a moins de frontières que la langue. Puis il y a quelque chose de beau, il y a même peut-être un geste
politique à travers ça, de dire on existe, on est toujours vivant, les francophones, puis on peut même être aimé par des music lovers, anglophone music lovers. C'est comme la musique, c'est la langue universelle. Exact. Ouais. Tout le monde qui travaille dans la musique comprend ça. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Ouais. Le centre ici, qui a été visionné il y a 15 ans, maintenant, ça nous a pris 10 ans pour construire cette centre de musique. Ouais, 10 ans. Ça a commencé en 2005. C'est ouvert en 2016. Ah oui, donc là, il a été sur plan pendant longtemps, puis il y a eu la construction. Exactement. Puis le vision, c'est pareil à ton vision. Ouais. D'être en amour avec la langue française, de partager la musique avec la langue française à du monde qui aime la musique pour éloigner les relations, pour peut-être fortifier les communautés qui ne se comprennent pas, qui ne se comprennent pas très bien, mais nous rassembler plus ensemble. C'est ça notre vision aussi, ici. Au centre. C'est pour ça qu'on a un temple de renommée de la musique québécoise de la disque. J'étais surpris de voir ça. C'est ici, cool. à Calgary. C'est incroyable cool, de voir ça. Parce qu'il y avait beaucoup de monde quand on a décidé de construire cette centre qui nous a dit « Pourquoi à Calgary? Pourquoi pas à Toronto? Pourquoi pas à Montréal? » Tu comprends? Puis, dans notre opinion, c'est parce que exactement qu'est-ce que tu viens de dire. Parce que le Canada, c'est un place complexe, avec beaucoup d'intérêts. La communauté francophone, la nation du Québec, les communautés autochtones. Autochtones, mais oui, les Premières Nations. Les Premières Nations, les anglophones, les immigrants qui sont non francophones, non anglophones, non autochtones qui ont venu ici. Puis comment on peut travailler mieux ensemble avec la musique pour plus nous rassembler. C'est pour ça... Oui, parce qu'au final, tout le monde aime la musique. Je veux dire, tout le monde écoute la musique. La vie sans musique serait elle serait invivable, en fait. Les gens ne seraient pas capables de... Tu sais, des fois, je me dis, j'ai cette idée-là en tête quand on fait la journée de la culture, par exemple, il faudrait, pour aider à comprendre tous ceux qui sont un peu... je dirais réfractaires. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, la musique, c'est trop subventionné, c'est de l'argent public, c'est nos taxes, etc. » Mais essayons une journée sans culture pendant... Exactement. Je suis sûr, 24 heures, on n'est même pas capable de... C'est une très bonne question. On n'y arrive pas. C'est une très, très bonne question. Il y a de la musique partout, puis on a besoin de ça. C'est presque... ça devrait peut-être même être une prescription du docteur. Oui, quand est-ce que tu as vu ton dernier spectacle musicale, de musique? de l'art-thérapie, ça existe ça fait du bien, ça, parce que les gens sont moroses en ce moment. Les gens sont, avec la COVID et tout ça, ils sont tombés dans une zone un peu dépressive. Mais là, tu vas voir un spectacle, tu vas voir, ça va revenir. Comme ce soir. Comme ce soir. Voilà. Donc, je vous félicite pour avoir le courage un peu de venir ici dans l'Ouest pour jouer. Puis, je veux parler certainement de ton nouveau album, « Le ciel est au plancher ». Quand j'ai lu l'inspiration de l'album, moi aussi, mon père est décédé quand j'avais 26 ans. Ah, OK. Ça fait longtemps. Ça doit faire quelques mois. Non, exactement. Nice, very nice. T'es bien gentil, là. Puis, c'était un peu comme un événement catalysque dans mon vie. J'avais 26 ans. Puis, mon père m'encourageait dans la musique beaucoup quand j'étais jeune. Il n'était pas un parent qui disait « Fais pas ça, c'est trop dangereux, il y a trop de risques. » Il n'était pas comme ça, lui. Donc, quand il est mort du cancer, le moment où il a eu son cancer, il est mort 10 semaines après. Wow! Donc, ça a été vite. C'était vite. Puis ça m'a beaucoup... j'étais la plus jeune de 5 enfants. Mais quand il est mort, j'ai décidé que c'était le catalyste pour me dire je vais poursuivre une carrière dans la musique. Dans la musique, ben oui. Pas nécessairement comme musicien, mais comme créateur d'un écosystème. C'est ça, créateur d'un écosystème fort, puis surtout ici, là, à Calgary. Mais là, donc, toi, tu es arrivé à Calgary il y a plusieurs années? 1998. 98. J'étais allé à l'école musique pour étudier le piano. Pour étudier le piano. Le jazz, la musique contemporaine à Edmonton, ils ont un très bon programme, comme un mini Berklee Collège de musique à Grant McEwen. C'est comme un mini Berklee à Boston qui existe à Edmonton. Wow! Donc, j'ai fait ça, toi? J'ai fait ça en piano, musique contemporaine, puis jazz, musique contemporaine. Après ça, j'ai décidé, je veux plus être musicien, temps plein, mais je veux toute mon énergie dans la création de la musique et des environnements pour aider les artistes, pour aider les programmes scolaires, créer des plateformes éducatives pour élever la musique dans 7 pays
ici. Oui. Avec les expositions, avec les concerts. C'est un très grand pays qui a besoin des fois justement Donc, d'aide. pour toi, d'avoir une inspiration d'écrire un album, Le ciel est au plancher, j'ai écouté tout l'album, puis les sonores atmosphériques de cette île, au commencement, les chansons, je dirais les chansons du cœur. Oui. Les paroles du cœur. Parle-moi plus de l'influence de ton père dans ton musique ou dans ta vie. Premièrement, mes sympathies pour ton père. Merci. Donc, ça fait des années, mais c'est toujours... le deuil reste toujours vivant, il est toujours présent. Il est même surprenant des fois, le deuil, parce qu'il va où, quand j'ai gagné un Félix dernièrement à la disque, le lendemain, j'étais relax, je regardais par la fenêtre, puis il y a eu une pensée pour mon père, puis il y a des larmes qui ont coulé, puis j'étais comme, wow. C'est de même. Le deuil... Ça s'inscrit dans la même lignée que, des fois, on va dire à la blague, il n'y a rien de mieux qu'une vraie peine d'amour pour écrire le meilleur disque de ta vie, parce que c'est des émotions qui viennent vraiment de ton fort intérieur. C'est authentique, c'est super genuine, tu peux pas te tromper avec ça. Donc, le deuil, c'est la même chose. J'ai vécu ce deuil-là, puis on dirait que je suis tellement habitué d'être dans la création que la création va m'avoir transporter puis même aider à traverser le deuil d'une certaine manière. Ça a été comme thérapeutique, Puis, quand je dis c'est réel, c'est plus facile de créer quand c'est quelque chose de réel. T'es pas en train d'inventer, de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Là, je voyais le road trip, cette île, Montréal, le pèlerinage, aller faire son deuil. Je voyais les images d'enfance, le sous-sol de la maison à cette île, etc. Donc, c'est tout vrai. Donc, c'est plus facile. On dirait que c'est plus facile. J'oserais même dire que j'ai été chanceux dans ma malchance, à quelque part, parce que j'avais décidé longtemps d'avance de faire 2 albums en 1 an. C'était déjà prévu. Mais j'avais pas prévu que mon père allait mourir entre les 2 albums. Wow. Puis là, quand il est décédé, j'avais une batch de chansons qui était juste comme... Il y avait des nœuds dedans. C'était comme j'avais besoin de débloquer ces chansons-là, puis on dirait que la mort de mon père a fait pouf, a tout débloqué. Intéressant. Fait que c'est cool. Il y a même une notion, je trouve, dans la création, puis là, j'imagine que tu comprends ça aussi. On dirait que la ligne du temps n'est pas la même. Puis... comme si, c'est comme la même différence entre des centimètres puis des pouces, là, mais on dirait que des fois, tu es dans une création, tu sais pas pourquoi tu es en train de créer cette chanson-là, puis quelques mois plus tard, un événement qui arrive, puis tu fais... ça débloque. C'est même genre prémonition, genre, j'ai écrit « Quand la nuit tombe », le disque précédent, sans aucunement savoir que mon père allait mourir, mais il y avait beaucoup de chansons qui s'adressaient à lui. Donc, j'étais inconsciemment, probablement, en train de me préparer à mon propre deuil. Wow. Est-ce que ton père t'encourageait? Beaucoup, oui. Ta musique? Il n'a jamais depuis été l'âge de quand keep your day job. Très jeune. Il était un maître de c'était un chef de chœur, oui. Chef de chorale, ouais. Il était un musicien lui-même? Il était musicien, il a joué un peu de piano puis de clarinette, mais il n'a pas fait de carrière là-dedans du tout. En fait, lui, il a été prêtre, mon père. Ton père était prêtre? Longtemps, oui. Il a été curé. Puis, un moment donné, il a eu cette excellente idée de quitter la prêtrise pour faire l'amour, puis faire des enfants. Puis, je lui en serai éternellement reconnaissant. Mais il venait avec beaucoup... Tu sais, les prêtres, l'air de rien, ça vient avec beaucoup de littérature, beaucoup de lettres, tu sais, c'est très instruit. Il y avait une belle notion de la musique. Il avait appris justement le chant choral par rapport aux chants liturgiques puis les chants religieux. Puis après ça, il est tombé dans la chorale un peu at large. Puis, est-ce que tu chantais avec lui quand tu étais petit? J'ai chanté chant choral beaucoup. Et c'est très formateur. Tu sais, s'il y a, je sais pas moi, des jeune musiciens qui nous écoutent, le chant choral, c'est extraordinaire pour apprendre la musique, faire du solfège, chanter des parties. Puis, il y a une communauté aussi. Tu apprends comme à vivre dans un band, là, finalement. Absolument. Avec plein de gens. Puis, donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Puis, donc, eux autres, mes parents étaient très, Académie de la musique, va apprendre ta musique, etc. Puis, en même temps, on a un côté, chez les Cormier, qui est une famille acadienne, un côté très musique qui coule dans les veines. J'ai des oncles là, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils jouent à l'accordéon, mon oncle Rémi, mais c'est une tuerie comment il joue bien, là, ça groove. Puis... Donc, cette musique acadienne, ce lien un peu acadien-là, je trouve qu'il est impressionnant aussi parce que, encore une fois, il ne vient pas du cerveau. Je parlais tantôt du deuil, là. C'est comme si, des fois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu joues quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais la personne
qui veut que je réalise son album, elle me joue sa tune pour la première fois, puis je suis en train de la jouer avec. Je la joue en temps réel. C'est beau. Donc, c'est ça. Il y a ce côté-là qui est fantomatique un peu de la musique qui est intéressant. On parle souvent de ça ici au centre des différentes régions du Canada. Puis les Cormier, que tu es acadienne, il y a une espèce de esprit dans l'Est du Canada, dans les provinces atlantiques. Puis la musique là-bas, La musique dans l'Est du Canada, c'est intéressant quand je fais des tournées dans l'Est. Ici, dans différentes régions, on est des advocats pour la musique, nous autres. We advocate on behalf of music tout le temps. La musique est importante parce que. Oui. On fait ça, c'est notre... c'est ça qu'on fait. C'est ma job, right? Comme nommer les choses. Dans les provinces atlantiques, c'est pas nécessaire de faire ça. Il comprend que la musique est importante. C'est un peu comme au Québec. La culture au Québec, parce que c'est aligné à la langue française. Ouais. C'est important pour la plupart du monde. Parce qu'il y a comme un genre de show business qui nous a, qui est comme exactement. Un peu, même durant la pandémie, j'ai vu le gouvernement de Québec réinvestir dans les arts. Les artistes sont importants pour nous. Il faut qu'on les aide. Bon, c'est pas tout le temps gagné, il faut travailler fort, mais effectivement. Donc, puis il y aura toujours des gens réfractaires à ça. Je comprends aussi la mentalité des fois des gens qui vont dire justement, comme on parlait, les artistes sont trop subventionnés, l'argent public, etc., dans des temps un peu difficiles. Mais, quand tu recules, on est dans un musée ici, mais quand tu recules à Jean-Sébastien Bach, qui était financé par le roi Mozart aussi, c'est des commandes. Exactement. Donc, c'était finalement de l'argent public au final, parce que, c'était des monarchies, mais... Donc, ça a toujours été ça. Puis l'important là-dedans, c'est de voir à quoi sert la musique plus que nous divertir. Exactement. Parce que c'est pas juste un divertissement. C'est une fenêtre sur notre identité. Quand je vais jouer, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir, justement, de jouer à Calgary ce soir ou d'aller jouer à Paris ou au Liban. On est allé dans des places, avec Carquois, jouer en Islande, devant des Islandais. C'est pour dire, regardez, nous, on fait ça de même. Wow, c'est incroyable. Puis, donc, tes parents, ils t'encourageaient pour poursuivre une carrière en musique. Oui. Comme mon père a fait ça aussi. Donc, l'influence de cet album, Le ciel est au plancher, ça arrive dans le prochain sujet, c'est sur ton intérêt dans le piano. Ah oui. Et la raison, je voulais parler avec toi concernant le piano, c'est parce qu'on a beaucoup de pianos historiques ici au centre. Oui, j'adore ça d'ailleurs. En masse. Juste à côté de nous ici, on est entouré. On a un Rhodes 73, puis un vieux piano upright qui vient du 1920 environ, canadien. Ouais. Puis autour du musée, on a beaucoup de claviers ici, instruments de clavier. Nos racines comme organisation, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ici, on était un musée d'instruments de clavier. C'est ça qu'on était avant le Centre national de musique. C'était il y a certains musiciens qui se souviennent de nous dans ces temps-là. On s'appelait Cantos Music Foundation. La fondation de musique Cantos. C'était un petit musée d'instruments de clavier. Donc, tous les vieux clavecins. Des clavecins, des clavicordes, des pianos forte, des pianos historiques, des synthétiseurs. Puis après ça évoluait à des machines à batterie, des microphones, de l'équipement enregistrement. Cette collection, ça fait longtemps que je suis ici, depuis 1998. J'étais très chanceux d'aider à construire cette collection. De voir d'être comme un curateur sur la collection, puis d'évoluer. Donc, tous ces instruments sont ici maintenant puisqu'il peut être utilisé par des artistes qui viennent ici en résidence. Ça, c'est fabuleux. Donc, ça, c'est vraiment, comme je le disais tantôt, c'est comme des a kid in the toys candy store. On est comme wow, on veut ça. Puis de savoir que c'est disponible, c'est une des plus grandes richesses du Canada, je pense. Absolument, parce que c'est comme un musée vivant. Oui. Donc, on a des expositions comme un musée, n'importe quel musée. On a une scène où tu vas performer ce soir dans notre théâtre. Ça, c'est normal.
Mais ici, sur le côté du rue, dans le bâtiment où on est maintenant, on a des studios avec de l'équipement, des instruments historiques. Je viens de montrer brièvement un de nos live rooms dans nos studios avec des clavecins du 16e siècle jusqu'à le synthétiseur iconique Tonto. Tonto, que tous ces instruments. Exactement. Hey, sorry for the interruption. I just have a quick favor to ask. If you enjoy the show, please take a moment to give us the highest rating you can on your podcast app. Or if you're watching on YouTube, please give us a thumbs up and subscribe to our channel. It really helps us out. National Music Center is a registered charity with a mission to amplify the love, sharing, and understanding of music, and we rely on donor support to achieve this mission. If you like this show or anything else that National Music Center is doing, please consider leaving a donation by following the link in the description. Hey, thanks in advance. And now back to the podcast. Donc, tous ces instruments fonctionnent. Donc, comme pianiste, j'ai lu sur ton album, je pense l'année passée, l'album de... Quand la nuit tombe. Quand la nuit tombe, que tu as fait une départure du guitare un peu. Oui, ça veut dire que j'avais envie de changer ma façon de créer. C'était plus ça, c'était plus pour déjouer, encore une fois, déjouer mon cerveau. Tu sais, on parle souvent de ça. Je veux de moins en moins que la tête prenne le dessus. Il faut que ça soit... Il faut que ça vienne de... Je trouve la création, il faut que ça vienne d'une place où on n'est pas sûr de savoir d'où ça vient, tu sais. Puis le piano, moi, j'ai commencé au piano. J'ai étudié le piano pendant 10-15 ans quand j'étais jeune. C'était mon premier... Musique classique, mon premier instrument. Puis j'ai arrêté de jouer parce que la guitare prenait le dessus. La guitare est arrivée en même temps, puis là, le rock, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, wow, OK. Puis je suis allé étudier. Moi, j'ai étudié en guitare jazz au Cégep Saint-Laurent à Montréal, puis ça a été comme ça a été comme peut-être ma formation professionnelle. Tu sais, je suis comme un guitariste professionnel, disons ça de même. Mais je suis devenu un songwriter, un auteur-compositeur, puis je voulais retourner à quelque chose de différent. Puis la guitare aussi, il faut savoir, c'est que la guitare, ça prend beaucoup de place. Surtout même pour un chanteur plus qu'une chanteuse, mais c'est un range qui est beaucoup dans la voix, dans le même range que la voix. Ça fait de la rythmique, ça prend vraiment beaucoup de place. C'est que le piano, on dirait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si tu fais 10 notes, c'est plus comme des plaines. C'est plus comme en Alberta, justement. C'est plus, c'est comme des plus large. Plus d'espace. Oui, j'aimais beaucoup. Puis j'avais eu le temps d'oublier comment jouer vraiment du piano avec le cerveau, si tu veux. Donc, je composais souvent même dans le noir le soir avec un verre de scotch. Puis tu sais, là, tu places tes doigts, puis tu joues des trucs. Ça fait que, oui, je le sais. Oui, mon cerveau finit par savoir ce que je fais, mais c'est pas parti de là. C'est parti du cœur, c'est parti de l'instinct. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis, je voulais aussi, dans les années sabbatiques que j'ai prises avant de faire ces 2 disques-là, j'ai pris comme 2 ans de sabbatique, je voulais étudier le synthétiseur, je voulais étudier les oscillateurs, les samplers, échantillonneurs, etc. Puis, j'ai fait ça. Je suis même devenu comme un passionné du tutoriel. Juste comme je m'abonnais à des sites puis je checkais des tutos tout le temps. Comment on utilise un VCO, comment ça marche, comment on fait un patch. Exact. Est-ce que tu utilises les synthétiseurs analogues et digital ou... Les deux. Puis on a un super... Là, on est dans un très gros musée, mais au studio d'Endurant, on a un super musée du synth. Là, on a des affaires, des Harp 2600 puis des... Ça, c'est un classique. Memory Moog puis tout ça. En tout cas, vraiment des belles affaires. Puis donc, on a cette chance-là de pouvoir faire autant digital qu'analogique. Puis, tu vois, comme là, en tournée, en ce moment, d'habitude, on traîne un Oberheim OB8, un vieux. Ouais. Puis là, pour la tournée de l'Ouest, on a traîné juste la version Dave Smith, la petite version OB6. Absolument. Puis on est comme, c'est moins C'est pas la même. Pas la même chose. C'est jamais la même chose. Là, on s'est dit, peut-être qu'à soir, on va voler un Oberheim ici. Vas-tu jouer avec un vrai piano à soir ou un piano digital? Non, en fait, c'est ça qui est un peu étrange. Ça confirme que je suis peut-être un peu TDA, mais j'ai monté tout le spectacle à la guitare. Parce que puis c'est weird, je viens de faire 20 quelques nouvelles chansons au piano, mais je suis pas un excellent pianiste. Je me suis servi du piano comme créateur, comme création, mais... Pour écrire? Ouais, mais dans le show au Québec, quand je tourne au Québec, on a un piano aussi. Je joue du piano dans quelques tunes, mais là, c'était comme un peu compliqué de rajouter ça dans notre tournée de l'Ouest. On prend l'avion tout le temps, on ne voulait pas traîner, tout ça. Excepté ici, on a plusieurs pianos. Donc, la prochaine fois, peut-être tu installer un vrai ici, piano, peut-être. On ne sait pas, tout est possible. Si tu veux, on a beaucoup de pianos. On a un C7, un Yamaha C7 ici, que tout le monde utilise. Il n'y aura plus de place sur le stage avec le C7. Mais un beau upright, là, peut-être qu'il y a un upright qui traîne. OK.
OK. On verra. Mais la prochaine... War Road. War Road, il y en a plusieurs roads ici. Donc, mais pour ton album, Le ciel au plancher, quand j'ai vu les notes, une influence un peu des références à Elton John, une référence à Philip Glass. Oui. Donc, quelle sorte de pianiste? Est-ce que des pianistes t'ont influencé un peu comme auteur? Oui, ou non? beaucoup. Oui, beaucoup. Mais moi, c'est sûr qu'on dirait que mes premières pensées vont vers Éric Satie. Puis Gymnopédie, les Notiennes. Oui, Claude Debussy, dans la façon de... côté impressionniste un peu. Ouais. J'aime vraiment leur univers plus comme harmonique. Absolument. J'adore ces deux compositeurs. Ouais. Satie en particulièrement. Ouais. J'adore. C'est très atmosphérique. Puis après ça, ben tu sais, je suis retombé dans un trip de jazz vraiment intense parce que comme j'étudiais le jazz quand j'étais jeune, j'avais écouté beaucoup de jazz, puis après ça, j'avais remis ça de côté. Donc là, Keith Jarrett est revenu, Chick Corea, tout ça, puis je me couchais le soir, à chaque soir, avec un disque du top 100 de jazz, tu sais. Puis des fois, je m'endormais, mais moi, je suis de ceux qui croient que, ben premièrement, l'inconscient dort pas. Fait que lui, il enregistre tout ça. Et live, on stage, après, quand tu as écouté du jazz la veille, tu joues différemment le lendemain. C'est weird. Tu sais pas pourquoi, mais là, tu improvises des trucs. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? C'est vraiment le petit recording intérieur là, qui travaille la nuit. T'sais. Wow, OK. Ouais. Love it. C'est beau. J'avais une autre chose que je voulais parler avec toi, c'est Adis, puis la Temple de renommée de la musique québécoise, que c'est situé ici, à Calgary, puis comment tu trouves, comment ton impression de voir un Centre national de musique pour le Canada, pour un artiste qui vient du Québec, un artiste francophone qui vraiment aime avancer la langue francophone. Ben oui. Puis je viens de montrer la Temple de la renommée de la musique québécoise dans une exposition à Calgary. Ben, je trouve ça fascinant. Je trouve ça parfait parce que, premièrement, ça me remplit de fierté à quelque part parce qu'on se dit, OK, mais il y a comme une représentation de ce que nous, on vit peut-être au jour le jour au Québec, puis que, ce fameux show business qu'on parlait, qui est un peu étrange aussi il est différent. J'ai tellement d'amis anglophones à l'extérieur aussi du Québec, puis plein de bands, des musiciens de l'Est, là, justement, on parlait des Maritimes, puis tout ça. Puis on comprend qu'on arrive avec on a la chance, ou la chance, en tout cas, du moins, on a ce showbiz-là qui existe. Mais d'arriver ici à Calgary, de voir des visages comme Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, tout ça, c'est comme « wow, OK, c'est cool ». Puis, c'est pas anodin. Il y a des grandes vedettes canadiennes, ça, c'est sûr, mais des succès comme Gilles Vigneault ou comme même, tantôt, on parlait de Cœur de pirate, puis Loud, puis les Cowboys fringants. C'est des succès énormes. Là. Quand tu suis les Cowboys fringants en Europe, là, tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes canadiens qui foulent autant. Là, c'est capoté. C'est capoté, exactement. Donc, ouais, ça prend cette espèce de représentation, puis il faut en être fier. Mais pour nous, c'est sûr que c'est juste une grosse surprise. Tu arrives à Calgary, tu t'attends pas à ça. Wow. Ben, je suis très encouragé à entendre ça. Ouais. Je suis un bénévole sur un comité pour les Junos pour sélectionner... pas sélectionner, mais évaluer les soumissions francophones dans la catégorie francophone. Ça, c'est le premier comité où je suis bénévole. La deuxième, c'est pour le comité qui recommande à l'administration, à CARIS, à Juno, pour ceux et celles qui sont intronisés dans la Temple de renommée de la musique canadienne. Ben oui, t'es une figure. Puis maintenant, il y a 2 représentants qui sont des champions pour la musique francophone, moi, puis Diane Pinet, de Bloc Note Musique à Montréal, qui est sur notre conseil d'administration ici au CNM. Puis c'est une intéressante conversation à avoir avec ce comité, parce qu'on est les seuls qui ont une connaissance de la musique qui vient du Québec francophone. Ouais. Puis même à faire de l'éducation avec cette groupe par rapport à c'est qui Gilles Vigneault, c'est qui Félix Leclerc? Parce que une connaissance n'existe pas. Ben, c'est normal que les gens d'ici qui vivent, mettons, complètement en anglais, ne connaissent pas ça. C'est normal. Même un petit histoire, on a encore un chalet familial dans les Laurentides. Ah oui? En famille. On va souvent à Lac-Lachigan, à Saint-Hippolyte. Ah oui, OK, parfait. 4 semaines environ, 5 semaines par année. Oui. Ça fait... Tu choisis les semaines où il y a moins de maringouins, c'est ça? Oui, exactement. Et les feuilles de l'automne en plus, c'est ça, ouais. parce que ça n'existe pas ici dans l'Ouest. Mais... Il y a des rues, il y a des cul-de-sac, il y a des autoroutes qui sont nommées après Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Il y a des parcs
Ça existe. Oui, ça existe. Puis, même c'est le refrain de quand tu chantes Bonne fête. C'est un refrain de Gilles Vigneault. Oui, c'est ça. Ça prend de l'éducation pour les anglophones dans le reste du Canada parce qu'ils ne savent pas ça. Non, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment une idée. Donc, je trouve que pour t'avoir ici ce soir, pour jouer dans notre scène, d'entendre tes réflexions, de voir les galeries de Temple de renommée de la musique québécoise, de la disque ici à Calgary, c'est très encourageant pour moi. Puis, et pour nous ici au centre. Pour nous aussi, là, c'est ça. Là, j'ai très hâte de jouer parce qu'en plus, c'est ça, on est dans un établissement qui est déjà rempli de fantômes, là, qui est rempli d'histoires. Puis honnêtement, moi, j'ai une question pour toi. Je peux te poser une question? Absolument. Bien, je voudrais te savoir, est-ce qu'il y a beaucoup, dans la clientèle du musée, là, les gens qui viennent, il doit y avoir forcément beaucoup d'anglophones, qui viennent voir un peu tout ça. Puis c'est quoi leur réaction quand ils vont traverser justement le 5e étage avec les... Ils sont surpris. Ils sont surpris. Avant le commencement de la conversation, je t'ai dit que durant la réalisation du Centre national de musique depuis 2005 et 2016, quand on est ouvert, je voyageais beaucoup partout au Canada pour faire de la publicité pour Centre. Essayer d'élever les fonds, créer des partenariats. Puis je recevais toujours la même question aux périodes de questions. Pourquoi tu fais ça à Calgary? Donc, quand on a enfin réalisé l'ouverture du centre, en ce temps-là, on a travaillé très fort à créer des partenariats avec Adisc, avec Carisk, avec les CCMA, avec SOCAN, parce qu'ils sont tous centralisés à Montréal et Toronto. Donc, il y avait de l'hésitation pour eux d'avoir que ça soit ici. Il y avait beaucoup d'hésitation. Puis, quand on a montré les plans pour le bâtiment, puis on est venu ici pour les Juno en 2016, ils ont vu le bâtiment, ils ont dit, ça, c'est une réflexion de nous, de qualité de notre musique. Donc, où est-ce qu'on peut signer les ententes? Parce qu'on est là. Parce qu'on on se doutait un peu que c'était la correcte représentation pour nous. Donc, les Calgariens, eux autres, ils continuent à être surpris, je pense. Oui. Parce que c'est un nouveau ville, Calgary. Oui. Ça fait juste 130 ans que Calgary existe comme ville. Oui, mais ça bouge beaucoup aussi dans les dernières années. Ça bouge beaucoup culturellement aussi. Ouais. On est en train de renouveler notre centre de performance qui s'appelle Arts Commons. Il va y avoir un nouveau rénovation à notre musée principal de Glenbow ici qui va arriver dans certaines années. On a des grands festivals de jazz et de folk ici. Tu devrais jouer le festival de folk Calgary, toi-même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais parler au directeur artistique, Kerry Clark, c'est un ami de moi. Tu devrais jouer la scène, là. Fais du PR. Absolument. On a des festivals de jazz ici à Edmonton, Calgary, qui sont très forts. La culture est ça existe. Ça existe. Il y a dans la province, il y a beaucoup de culture, le Banff... le centre Banff. Évidemment, on a le Stampede ici. C'est un grand festival de musique country. Énorme. Pas juste country, mais toute la musique. Oui, c'est ça. Puis, donc, les Calgariens, quand ils rentrent le Centre national de musique, puis ils voient ces temples de renommée, même eux autres nous demandent, comment ces temples de renommée sont arrivés ici à Calgary? Donc, c'est ça, surpris, mais agréablement surpris. C'est agréable, mais c'est une éducation, c'est illusion pour tout le monde. Oui. Puis c'est une histoire, c'est pour ça qu'on voulait commencer cette podcast. Cette podcast, vraiment, ça sert à 2 défis. Premièrement, faire des interviews avec des individus qui font des affaires, des œuvres inspirantes dans la musique, comme toi. Merci. Un francophone qui fait des tournées dans l'ouest du Canada, essaie d'avancer votre message dans la musique par rapport à ton inspiration dans ton cœur. Exact. Deuxièmement, c'est le podcast, c'est pour faire de transmettre et de capturer l'histoire du création de cette centre. Ben oui, c'est ça. Vraiment. Pour que les gens comprennent l'ampleur, tu sais, how big it is. How big, et la vision du centre. Oui. Donc, c'est pour ça on a créé cette podcast. Puis it's a real honor for me. C'est un vrai honneur pour moi que tu es notre premier
guest. Wow, je suis le premier guest. T'es le premier guest. T'es le premier guest. Je m'attendais pas à ça. T'es le premier guest. J'ai un liste d'un autre 15 personnes, mais... Ouais, mais là, on aurait peut-être dû parler en anglais. No. We wanted to do this. I thought it was important to do this in French for you. Yeah. J'ai pensé à toi, j'ai pensé à ton histoire, puis j'ai pensé à l'histoire de la disque, puis là, l'aventure de travailler avec Solange puis Julie, de créer cette exposition. And j'ai pensé, and I said to myself, this would be a good opportunity to bring all of these little stories together, because it's a big story. C'est une grande histoire de notre histoire, de votre histoire. Tu es ici en personne, puis tu es juste la troisième personne dans un an et 10 mois qui va performer sur notre scène. Ben oui, c'est ça. Parce que, ben oui, avec la pandémie. Ben oui, exactement. On a commencé la semaine passée avec une performance de jazz. Ah, cool. Avec Dee Daniels puis Denzel Sinclair, des deux artistes canadiennes. OK. C'était fabuleux. Fabuleux, les deux. Ouais. Puis Chantal Kraviatic puis Rain Maida. Ah, ouais. Étaient ici dimanche. Ils ont une chose ensemble, comme femme, comme couple. OK. C'est un parti musique, notre parti comédienne, un peu. Oh, yeah. Parce que leur relation comme épouse, it's interesting. C'est très intéressant, qu'est-ce qu'ils font. Puis, donc, ils ont joué ici la semaine passée, dimanche. Guitare et piano. Donc, toi, tu es la troisième. Seulement dans un an et 10 mois. Je trouve que ça peut être une belle tradition que tu fasses un podcast avec certains artistes qui passent, puis tu dis, ah, OK, tant qu'à être ici, faisons un petit... C'est ça qui est beau du podcast, c'est que c'est très libre. C'est très libre. Informal, little informal. OK, on fait 15 minutes, on parle, puis... Exactement. So, you know, as a music fan and as a musician, I'm really excited to see you play tonight because I've been a fan of yours since I heard that first Carquois album. The last... real like new songs album, Les Chemins de Verre. Ouais, Les Chemins de Verre. But we did 4 original albums and one live album. Okay. Yeah. Quand j'étais tellement fier du prix Polaris quand tu as gagné. C'était une surprise. Oui, j'étais tellement fier parce que j'ai dit « Thank you, Steve Jordan », I said. C'est un ami de moi, Steve Jordan. Yeah. I said, Steve, thank you so much. Et le jury pour donner un prix à un groupe du Québec pour un album complètement en français. Francophone. And we were in this venue, we were surrounded by like Broken Social Scene and Caribou and like many other artists that we love. And once they said Carquois. Are you kidding me? Who are they? You know? Yeah. Mais c'est le fun, c'était surprenant. Je vous souhaite un bon concert ce soir, puis un bon tournée dans l'Ouest du Canada, puis continuez à jouer le piano et viens ici pour faire une résidence. Oui, ça c'est le next step. You have to come here to do a residence and use this collection. I think it is a perfect fit for your sound and your music and your ton esthétique. We'll come with Carquois. Ben oui, viens avec Carquois. Why not? Yeah, you might not. Parce que I think you would discover some things about the sounds of these instruments in this collection. We already know it, but we'll have the chance to taste it. Okay, merci Louis-Jean. Merci. Thanks for listening to the National Music Center's new podcast, NMC Amplifier, with me, Andrew Mosker. We have lots of other great content available for free if you head over to amplify.nmc.ca. National Music Center is a registered charity with a mission to amplify the love, sharing, and understanding of music, and we rely on donor support to achieve this mission. If you like the show, or anything else NMC is doing, please consider leaving us a donation. NMC Amplifier is recorded on Treaty 7 in Mohkinstsis, Calgary, Alberta, Canada, at Studio Bell, home of the National Music Center, and hosted by me, Andrew Mosker. Our executive producer is Brandon Wallace. Technical producer, AV and post-production supervisor is Chad Schroeder-Gillespie. Video and audio production team include Rafael Salas, Phil Jukes, Caden Chenoweth, Matt Feature, David Katibu, and Jacob Barton. Marketing, design, and publishing by Brandon Wallace, Juliana Capone, Emily Holloway, and Brett Cassidy. And Ioana Busiak is our administrative coordinator. To learn more about National Music Center, go to studiobell.ca. Thanks again for tuning in. Until next time.